Chers fans de foot, bonsoir, chers téléspectateurs d'Apart TV, merci de nous être fidèles. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Clubhouse de Dribble. Alors ce week-end, après la BGL League, c'était le retour de la promotion d'honneur et de la Ligue 1 Dames. Pour en parler, j'accueille en plateau, évidemment, la globe-trotteuse, la joueuse, l'entraîneuse, la communicante et maintenant la chroniqueuse du Clubhouse. Nous l'avons reçue comme invitée vendredi, visiblement elle ne sait plus, elle a aimé le café. Donc maintenant elle revient comme consultante et nous sommes ravis de l'accueillir dans l'équipe. Betty Noël, bonsoir Betty. Bonsoir. Comment vas-tu ? Le café était bon, effectivement. À mes côtés, mon complice qui a l'œil acéré, qui a la langue affûtée, à défaut d'avoir les jambes, au moins il a le cerveau. Le journaliste et chroniqueur Boris Saint-Jalm. Comment ça va Boris ? Bah écoute, ça va nickel Marco. Un week-end passé enfermé chez moi à regarder du football, donc je suis un homme heureux quoi. C'est pas vrai, tu n'étais pas enfermé chez toi puisque tu as assisté à un match dans lequel tu as vu des buts. C'est le seul moment où je suis sorti de chez moi, effectivement. J'ai été voir le Progrès contre Chifflange. Avec une belle victoire du Progrès 4-0, on aura l'occasion d'en revenir. On en reparlera. Dessus. En tout cas, tu as vu des buts, tu en as de la chance. Et moi aussi, j'ai eu de la chance. Alors, pas d'avoir vu beaucoup de buts, mais d'avoir assisté à un match assez fou. Le derby du Fola contre la jeunesse, puisque hier soir, le Fola recevait en match décalé. J'ai le plaisir d'accueillir en plateau un protagoniste non négligeable de la victoire de la vieille dame. Il a entraîné les jeunes au FC Metz, au Racing. C'était l'assistant de Tomé en début de saison, avant de reprendre les rênes de l'équipe première. C'est une main de fer dans un gant de velours, le coach de la jeunesse, Arnaud Bordy. Bonsoir et bienvenue Arnaud, comment ça va ? Bonsoir, merci de l'invitation, ça va très bien. Après une victoire, ça va toujours bien. Oui, forcément, j'imagine que tu es ravi de venir après une victoire et après plutôt un moment en fin de phase aller qui était difficile pour la jeunesse. Ouais, c'était compliqué, comme on le disait avec les joueurs, on était vraiment dans une situation délicate. Mais bon, après, voilà, on a eu la chance d'avoir la préparation, je pense, pour nous remettre au travail, pour évacuer un petit peu la fin de première partie qui était inquiétante pour nous. Les deux derniers résultats confirment que on est dans le vrai, on est dans le bon sens. Oui, une bonne dynamique. On reviendra en détail sur la victoire de la jeunesse dans le derby dans un instant. Mais entrons dans le vif du sujet, sommaire. Au programme du Clubhouse de Dribble, aujourd'hui, la question du jour, le match contre la Géorgie est-il le plus important de l'histoire en sélection ? Évidemment, le classement et les résultats de BGL League. Avec notre invité, on se demandera si la jeunesse a fait le plus dur. Les résultats et le classement de la Ligue 1 Dames. Le débat qui a perdu le plus gros ce dimanche, nos consultants en débattront. La nouvelle rubrique du MVP, les résultats et classement de la PH, le quiz, c'est tout ça, le Clubhouse de Dribble. Et la question du jour, elle porte sur les Lions Rouges, car à l'occasion de la sortie du nouveau Dribble J-30, disponible dès demain, regardez cette magnifique couverture, avec des analyses, des interviews passionnantes, la rédaction débute à partir d'aujourd'hui un marathon pour ce moment historique. Et c'est justement le sujet de la question que nous vous posons, chers abonnés. Le match contre la Géorgie est-il le plus important de l'histoire de la sélection ? Vous répondez sur notre compte Facebook, vous pensez à vous abonner sur notre site www.moyonne-mental.lu. Et puis je vais poser cette question à nos invités et nos consultants, à commencer par Boris. Pour toi, est-ce que ce match est le plus important de l'histoire de la sélection ? Le match contre la Géorgie le 21 mars. Écoute Marco, j'ai envie de te dire, forcément c'est un match super important. De l'histoire récente peut-être. Après, il ne faut pas occulter que pour moi, le match le plus important de l'histoire récente, ça reste le Luxembourg-Slovaquie, qu'on a perdu 1-0. Parce qu'en fait, tu gagnais ce match-là, théoriquement, tu étais qualifié directement pour l'Euro. Donc là, tu es sur un barrage, c'est à l'extérieur, ça va être compliqué. C'est sûr qu'à l'instant T, tu peux te dire que c'est le match le plus important parce que ça offre une opportunité unique à la sélection. Mais moi, je resterai quand même sur le fait de dire que le plus important, ça reste le match contre la Slovaquie. On peut aussi revenir sur, même si c'était il y a très longtemps, l'Euro 64, le quart de finale contre le Danemark, même si c'était d'une autre époque et tout ça. Pour moi, c'est pas le match le plus important de l'histoire du Luxembourg, c'était celui contre la Slovaquie dans l'histoire. Oui, parce qu'il est pessimiste, il voit le verre à moitié vide et puis il repense à l'histoire en 1964. Betty, un peu d'optimisme peut-être ? Je suis un peu plus optimiste. J'allais te rejoindre sur l'analyse dans le sens où, bien sûr, ils ont raté le coche sur ce match-là. C'est peut-être pas le match le plus important de l'histoire, parce qu'évidemment, il y en a eu d'autres. Mais du coup, si on a raté le coche contre la Slovaquie, ça peut, par définition, devenir le plus important. Parce que s'ils le réussissent, on fait un énorme pas. Donc, moi, j'ai envie d'être optimiste sur cette question. Et toi, Arnaud, qu'en penses-tu ? J'ai pas les références de Boris pour remonter aussi loin dans l'histoire. Mais en tout cas, voilà, moi, qui suis sous le territoire luxembourgeois depuis 2010... il y a eu une grosse avancée, une grosse évolution de l'équipe nationale ces dernières années.
Et après, oui, c'est un match important, le plus important, je ne sais pas, mais en tout cas, un des matchs les plus importants de l'histoire de l'équipe nationale, ça c'est sûr, parce qu'ils sont proches d'une qualification, donc forcément, tant qu'ils sont en course, il y a une possibilité. Et y croire, c'est ce que fait le président de la Fédération luxembourgeoise de football, Paul Philippe, qui a été interviewé dans le numéro de dribble, donc, que vous pouvez vous procurer, à propos de ce match du 21 mars. Et le 21 mars, eh bien, nous mettrons en place un dispositif spécial. Nous fêterons l'événement au bar Le Spot, rue Notre-Dame, avec des animations, des surprises, le début des festivités à 17h, puisque le match se joue à 18h. Nous organiserons des jeux concours pour participer à cet événement. Donc restez connectés pour essayer de gagner des places et votre invitation pour participer avec nous au visionnage de ce match. Alors je ne serai pas parmi vous, puisque je serai à Tbilissi pour suivre ce match. Notez bien la date donc du 21 mars à partir de 17h au Spot. On passe aux résultats du week-end. Et des matchs très importants se sont joués pour cette 17e journée de BGL League. Kerjeng l'a emporté 2-1 face à Mondorf dans un match de la peur. Le Racing a à nouveau perdu 3-0 en recevant Dudelange. Mondorcange a créé la surprise du week-end. Ils ont failli l'emporter et puis se sont fait rejoindre dans le temps additionnel par Differdange, le leader. Rocheport a perdu en recevant le Swift Esperange. On aura l'occasion de reparler de ce match. Strasson a fait une très bonne opération en l'emportant à domicile face à Pétange 1-0. Le Progrès, donc le match que tu allais voir, 4-0, a infligé une déroute à Chifflange, qui ne s'y attendait pas. Le FC Vils a perdu en recevant Mersch, qui fait également une bonne opération au classement. Et donc le Fola, dans le derby de Esch-sur-Alzette, qui a perdu 0-1 face à la Jeunesse. Alors, qu'est-ce que ça donne au classement ? Donc, Differdange toujours leader, mais avec finalement un matelas qui est de moins en moins confortable, puisqu'on a seulement 2 points d'avance sur le dauphin Dudelange. Et puis derrière, dans la lutte pour le titre et l'Europe, ça se resserre avec le Swift et le Progrès qui sont seulement à 5 points du leader, et Strasson qui occupe une étonnante 5e place, alors que le Racing sombre, après ces 2 cinglantes défaites, à la 7e place. En bas de tableau, la Jeunesse s'extirpe de la zone rouge et occupe une honorable 10e place. Et donc le Fola, dernier toujours avec 11 points. Et justement, pour parler de ce derby, notre invité, je l'ai présenté comme l'un des principaux artisans de cette victoire sur le fil, parce qu'il a fait des choix déterminants, en faisant une nouvelle fois entrer en jeu l'unique buteur Louisy en fin de match, sur une passe décisive d'un autre remplaçant entré en jeu, Moni. Alors Arnaud, déjà bravo pour ce résultat, dans des conditions difficiles, avec l'enjeu particulier d'un derby. Aussi une pelouse, on peut le dire quand même à la limite du praticable, dans des conditions assez dantesques. Alors selon toi, est-ce que la Jeunesse a fait le plus dur ? Le plus dur, je ne pense pas, mais en tout cas on s'est fait du bien sur le court terme. On voit encore le classement, je pense qu'encore jusqu'à la dernière journée, ça risque d'être très très serré. Il me semble que l'année dernière, c'est Mondercange qui était premier non relégable avec une petite trentaine, 31 ou 32 points. Donc voilà, nous actuellement on est à 20 points, il faut vite qu'on prenne, qu'on enchaîne les victoires et qu'on prenne le maximum de points possible, parce que je pense que là sur les prochaines journées, on a quasiment que des confrontations directes. Et ça va être le cas d'un petit peu de tous les clubs qui sont, je pense, de la 6-7e place à la dernière place. On voit que c'est très très serré. Donc je pense qu'on a fait effectivement un petit pas qui va nous apporter justement de la sérénité et un peu de confiance. Et on va en tout cas commencer une deuxième semaine avec une victoire. Donc c'est toujours non négligeable. Et ça nous permet de travailler dans des conditions un petit peu plus positives que ce qu'on a pu connaître avant les fêtes de Noël. Alors, à la 88e minute, il y avait encore 0-0. On se dirigeait tout droit vers un match neutralisé par les deux équipes. Comment tu expliques que tes joueurs ont réussi à tirer leur épingle du jeu et surtout à se montrer combatifs jusqu'au dernier moment, malgré l'expulsion d'ailleurs de Deida ? Je pense que la combativité, la solidarité, c'était vraiment un point qu'il fallait qu'on améliore sur la prise de fonction du nouveau staff fin novembre. On voit au fur et à mesure qu'on avance sur ce sujet-là. Donc c'est de bon augure. Après, je pense que sur l'ensemble du match, on a quand même eu la maîtrise de la balle, puisqu'on a 66% de la possession, on a tiré 2 fois plus que l'adversaire. On a eu des situations dangereuses, mais ils en ont eu aussi, donc ils auraient pu ouvrir le score. Maintenant, voilà, je pense que le fait qu'on s'est donné un petit bol d'air frais la semaine dernière
nous a conditionné à y croire jusqu'au bout. Voilà, comme je dis, les résultats positifs amènent la confiance. Et en ce moment, notre jauge est en train d'augmenter. Donc c'est pour ça qu'après, voilà, on a un banc aussi. On a des joueurs qui peuvent faire des différences. On parle de remplaçants, mais ils peuvent être également titulaires parce que Mogni a fait quand même beaucoup de matchs. Luizy, pareil. Voilà, on ne présente plus ces deux joueurs-là. Après, voilà, il y a des choix de départ. Mais notre objectif sur le long terme pour nous, c'est de devenir une vraie équipe. Et pour être une vraie équipe, c'est les titulaires, c'est les joueurs qui rentrent, mais c'est aussi les joueurs qui ne sont pas convoqués. Et pour nous également, les joueurs qui sont blessés, sur lesquels on compte pour le futur et qu'on n'oublie pas. C'est vrai qu'on sait que l'effectif est amoindri, avec des blessures longues jusqu'à la fin de la saison. Justement, tu es satisfait de la performance de Amodio dans les buts ? Très satisfait, parce qu'il nous a maintenus au moment où le Fola a réussi à se procurer des occasions franches. Très satisfait aussi de Aylan Halilovic la semaine dernière qui a dû prendre les gants parce que justement Andrea était grippé. Donc ce qui est rassurant, c'est que derrière Kevin Sommer qui était quand même numéro 1 au niveau de l'équipe type actuellement, on a 2 gardiens qui sont capables de prendre la relève et je pense qu'on entendra parler d'eux dans le futur. Qu'est-ce que tu as dit à tes joueurs à la mi-temps ? Parce que alors, tu parlais de maîtrise du jeu, de possession. Alors les 20 premières minutes, c'était quand même compliqué. C'est le Fola qui a tenté de faire le jeu et puis ça a commencé un petit peu à aller mieux. Et vraiment, il y a eu une grosse différence avec la deuxième période où vous avez tout de suite tenté de mettre le pied sur le ballon et de jouer aussi dans l'entrejeu parce qu'avant, c'était beaucoup de kick and rush. Qu'est-ce que tu as dit à tes joueurs ? On savait qu'on pouvait faire la différence justement entre les lignes au niveau du milieu de terrain, puisqu'on a des joueurs qui sont capables de combiner, qui sont capables techniquement de faire de belles choses. Donc on a insisté sur ce registre-là, en essayant d'apporter un petit peu plus de verticalité et d'appel dans le dos de leur défense, parce qu'on pouvait les mettre sous pression justement entre leur milieu et leur défense, mais il fallait aussi appuyer quand il y avait des espaces qui se créaient. On a cru ouvrir le score par Junior Mendes sur une situation qui est pour moi un petit peu litigieuse parce que le gardien n'avait pas la balle en main. On a vu que voilà, on a été à chaque fois, on a réussi à s'approcher et dans le dernier geste on a un petit peu péché, soit une mauvaise passe, soit un centre un petit peu imprécis, soit une touche de trop. Et le fait de faire rentrer Tony qui est un renard, qui est un vrai buteur, qui a aussi une vitesse de pied qui assez déroutante. Sur un de ses premiers ballons, il est capable de faire un gros pressing dans le dos du défenseur pour aller jouer le duel aérien et puis de continuer tout de suite derrière et solliciter la balle d'Ahmed pour la glisser dans un petit trou parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace. Et on est content pour lui parce que pour les attaquants, marquer des buts et mettre 2 buts en 2 matchs, c'est une bonne chose pour la suite. Il y a un autre de vos joueurs également que vous avez remis un peu sur le devant de la scène, qui a mis un superbe doublé la semaine dernière, c'est Alexis Larrière. Est-ce qu'on peut parler d'une touche Bordy dans cette équipe ? Une touche, non, je pense pas, parce que on travaillait bien, je pense, au moment où Marc a stoppé. Les résultats n'étaient pas en notre faveur, mais si on analyse un petit peu les matchs, les contenus étaient toujours très serrés. On a toujours perdu nos matchs d'un but. Il y avait, je pense, une gestion des temps faibles ou des temps forts qui n'étaient pas en notre faveur. Maintenant, après, je pense que on s'est pas trompé sur le recrutement. Ça, c'était important. J'ai vu qu'il y avait des classements de recrutement à la trêve. J'étais déçu de pas voir le nom de la jeunesse, mais bon, après c'était prévisible parce que sortir Tarek Nuidra il jouait pas, donc à 36 ans ressortir un joueur comme ça, on peut se poser la question. J'avoue que moi le premier, je me suis posé la question. On peut se poser la question de pourquoi aller chercher un joueur qui ne joue pas depuis presque 1 an et qui a 36 ans. Moi Tarek, je le connais depuis longtemps, je sais pourquoi on a été le chercher et je pense qu'il n'y a pas besoin de débattre aujourd'hui. Si on regarde les matchs, on le voit tout de suite. Et après, Junior. C'était c'est un peu tombé du ciel. Il s'est présenté
tout seul comme un grand parce qu'il revenait emménager sur Esch. Donc ça aussi, c'était une bonne opportunité. Donc je pense que voilà, ces 2 joueurs-là nous ont apporté Ils font du bien. Hein. Nous ont apporté quelque chose tout de suite. Et voilà, je pense que la préparation s'est bien passée, même si on a eu des coups durs avec les blessures. Toutes ces épreuves-là, toutes ces péripéties font que notre groupe devient de plus en plus fort et soudé pour réussir la mission du maintien. Oui, fort et soudé, sur une bonne dynamique. Hein, tu l'as dit, avec notamment la victoire 5-2 face à Vils. Prochain match, vous recevez le Racing, qui est au contraire sur une mauvaise dynamique. L'occasion de faire le trou. Ouais, l'occasion en tout cas de les dépasser. Parce qu'ils sont à 23 et si on gagne, on passera devant. Parce qu'au goal average, il me semble qu'on est meilleur. Voilà, comme je l'ai dit, de toute façon, tous nos matchs vont être déterminants. Hein. Cette semaine, c'est le Racing. Dans 2 semaines, c'est Monderkange. Dans 3 semaines, c'est Kerjeng. Il me semble qu'après, c'est Mondorf. Donc voilà, hein, on voit le nombre de points de ces équipes-là. Donc voilà, on va bien travailler cette semaine, parce que c'est notre objectif, c'est à domicile. On a fait une bonne prestation contre Vils. On a envie de refaire la même contre le Racing, parce que nos supporters ont vécu des mois douloureux. Et c'est important pour nous de leur redonner le sourire et la joie de venir au stade. Rendez-vous, donc ce sera en match décalé en avance, samedi, à 17h, je crois, au Stade de la Frontière. Stade de la Frontière, d'ailleurs, qui a fait l'objet d'une très belle rubrique dans le nouveau dribble. Et il y en a une qui est sur les terrains, c'est Betty, avec sa nouvelle chronique sur la Ligue 1 Dames. Alors Betty, pour commencer, la jeunesse Young Leicester, petite surprise, c'est sorti de la zone rouge aux dépens de Bettembourg. Oui, une mauvaise opération pour Bettembourg et une bonne opération du coup pour Young Leicester. Je pense que dans tous les débats, c'était un peu la surprise générale, parce que tout le monde voyait Bettembourg revenir très très bien sur tous ces matchs de préparation et avec une équipe, je pense, sur le papier peut-être un peu plus compétitive, parce qu'il y avait quand même pas mal d'absences chez la jeunesse. Mais voilà, la vérité, c'est sur le terrain. Une première mi-temps visiblement très très compliquée de la part de Bettembourg, et une gardienne qui a sauvé énormément de potentiels buts sur cette mi-temps. Donc le score aurait pu être vraiment sévère à la mi-temps. Bettembourg encaisse un but juste avant la mi-temps sur coup franc. Alors ça a été une histoire de coup franc, ce match. Il n'y a eu que des coups francs marqués. Et en seconde période, en fin de match, c'est un petit peu là que tout craque. Un carton rouge en tant que dernier défenseur sur une action. Un coup franc direct à nouveau qui est marqué. Bettembourg réussit à remettre un coup franc dans les arrêts de jeu. Malheureusement, ça ne suffit pas. Et encaisse dans la foulée encore un coup franc. Donc c'est une bonne et mauvaise opération du coup pour ces deux équipes qui se chevauchent au classement et gagnent et perdent une place. Et donc Bettembourg qui, à cette heure-ci, est relégable. Il y a un autre score qui n'est pas révélateur de la teneur du match, c'est le Racing qui l'emporte 3-0. Oui, le premier du classement du coup l'a emporté. Sur le papier, on voit 3-0, on se dit que le match a peut-être été un peu à sens unique, mais c'est pas forcément le cas. En première mi-temps, c'est plutôt l'équipe de Wormeldange qui a dominé les débats sur la pelouse du Racing. Le Racing profite peut-être de sa seule vraie occasion, on va dire, de la mi-temps pour marquer un but. Et puis un petit peu le même scénario, on va dire, où en fin de rencontre, c'est un petit peu là que tout s'est joué. Alors, j'aime pas trop parler de l'arbitrage et de pointer du doigt les arbitres, mais c'est vrai qu'on peut se poser quelques questions sur ce match où il y a un penalty qui est refusé en faveur de Wormeldange, potentiellement un carton rouge sur une action de but qui n'est pas sifflé non plus, et puis en toute fin de rencontre, 2 buts qui sont encaissés par Wormeldange et qui perd le match sur le fil. Donc je pense beaucoup de frustration pour cette équipe qui tente d'accrocher cette 4e place pour les playoffs. Parce que cette année, il y aura des playoffs chez les dames, il faut donc être dans les 4 premiers. Ouais, l'arbitrage, on en reparlera lors d'une prochaine émission où tu reviendras, Betty, parce que de mon côté, j'ai assisté à la victoire de l'entente d'Ifferdange face à Rosport, 5-1, donc Rosport qui enchaîne une 13e défaite en autant de rencontres. Après, pourtant, une première mi-temps assez solide, plutôt satisfaisante, il y avait, je crois, 1-0 à la mi-temps. Tu les as joués en novembre, Rosport, sur leur terrain. Oui. Comment tu expliques ces résultats ? C'est compliqué parce que
c'est pas une équipe. Alors, sur le papier, ok, elles ont gagné aucun match, mais même nous, quand on y a été, on s'est dit que ça allait loin d'être facile. Bétambourg était aussi en déficit de points et en quête de victoire à ce moment-là. C'est une équipe qui est combative, c'est une équipe qui essaye de jouer, mais il manque des choses peut-être tactiquement, une défense un petit peu fragile par moment, des occasions avec des filles devant qui ne tuent pas au niveau des actions. Et puis je pense que c'est un peu l'histoire de la spirale négative aussi. Hein. À partir du moment où on arrive avec un petit peu ce complexe d'infériorité parce qu'on enchaîne les défaites et qu'on n'est pas forcément bien mentalement, je pense que c'est compliqué de relever la tête. Et puis on en parlait dans la dernière émission, elles perdent aussi une attaquante phare, Nathalie Ludwig, qui est partie au Racing. Et je pense que ça peut leur faire un petit peu de mal aussi sur cette deuxième partie de saison. Très bien, le point sur les 2 autres rencontres ? Oui, rapidement. Donc le FC Mamers 32 qui se déplaçait à Diekirch, qui l'emporte 4-1, qui est plutôt constant dans son match. Et qui colle aux équipes de tête. Au groupe de tête, qui arrive à ne pas décrocher. On sait qu'elles ont été privées d'Amy Thompson pendant un long moment, et même s'il y a beaucoup de qualité dans cette équipe, ça a tout de même joué, je pense, un peu mentalement, mais elles font un très bon match appliqué. Il y avait pourtant un partout à un moment donné dans la rencontre. Et puis finalement, elles arrivent à mettre leurs occasions et puis à plier cette rencontre de la bonne manière. Donc elles continuent toujours à essayer de coller au score, de coller en tout cas en termes de points à Espérange et de ne pas décrocher dans ce trio de tête. Oui, puisque le Swift a fait respecter la logique sur le terrain de L. Oui, donc tout s'est plié en une mi-temps. Des buts somptueux de la part du Swift qui vraiment a dominé la première mi-temps. Donc ça a commencé par un coup franc au bout de 2 minutes. Pleine lucarne, vraiment je pense le but du week-end. Second but sur une retournée acrobatique dans la surface. Franchement c'est assez rare chez les femmes d'en voir. Donc franchement un beau but. Et puis un but de la tête juste avant, sur corner juste avant la mi-temps. Je pense qu'il a fini d'enfoncer un petit peu elle. Une seconde période où, pour le coup, ça s'est complètement inversé. Je pense que le Swift a déjoué. Elle a essayé de relever la tête, mais sans vraiment jamais parvenir à faire quoi que ce soit. Et sur un terrain gorgé d'eau, très très compliqué, à la limite du praticable aussi. Donc malheureusement, elle n'a rien réussi à renverser sur cette deuxième mi-temps, mais conserve sa 4e place pour le moment. Ce sera la bataille jusqu'au bout, c'est ça aussi qu'on aime en D1 Dames. Prochaine journée partielle samedi prochain. Attention, il y aura aussi des matchs décalés au 6 mars, je crois, pour des matchs de sélection. Oui, c'est ça. Il y aura une trêve internationale la semaine prochaine, donc certains matchs seront reportés en fonction des filles qui seront appelées sur ces matchs de sélection. De la bataille, il va également en avoir sur votre écran, puisque c'est l'heure du débat. Arnaud, soyez attentifs parce qu'il va falloir trancher. D'accord, je vais trancher. C'est vous qui arbitrerez ce duel. La question, c'est qui a perdu le plus gros ce dimanche ? Betty, tu as 1 minute pour nous convaincre. Le Racing qui, comme vous le disiez tout à l'heure, se met un petit peu dans cette spirale un peu compliquée. On sait qu'ils ont quelques problèmes aussi au niveau de l'effectif avec quelques blessures. Boris, est-ce que toi, tu as un avis un peu plus tranché ? Marco, moi je vais parler du Racing uniquement parce que même si pour l'instant ils sont encore 7e au classement, je crois, donc oui, ils ont encore une petite marge d'avance sur les poursuivants. Enfin, ils sont quand même, comme Arnaud l'a souligné, à 3 points seulement de la jeunesse. Mais j'allais y venir justement, la jeunesse qui était 15e à la trêve et qui le week-end prochain peut passer devant le Racing, ça donne un bon aperçu du fait qu'en fait il n'y a pas beaucoup d'écart entre les équipes. Et le Racing a entamé cette phase retour avec 2 grosses défaites, certes face à 2 équipes qui boxent hors de sa catégorie, on va dire, qui jouent le titre. Mais là, ils vont affronter une équipe d'Esch à l'extérieur qui est sur une très bonne dynamique. Ils ont un effectif qui est composé de beaucoup de jeunes joueurs, donc on va dire un petit peu inexpérimentés. Ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Et je pense que s'ils commencent à glisser tout doucement vers les places, vers le bas de classement, ça peut être, on va dire, la mauvaise surprise de cette deuxième partie de saison, pardon. Et ils peuvent se retrouver à finalement lutter pour leur survie alors qu'ils avaient réalisé une bonne fin de phase aller, quoi. Alors pour toi, Arnaud, qui a perdu le plus gros ? Le Racing avec ces 2 défaites-là et surtout 10 buts encaissés en 2 matchs. Ouais. Je pense qu'au niveau moral, ça joue un coup, mais après...
Ils étaient, je pense, sous-estimés en début de saison. Ils ont fait un parcours très honorable sur cette première partie de championnat. Donc je pense que c'est une mauvaise passe. Ils vont certainement vouloir réagir. Et ils ont aussi, alors il y a effectivement beaucoup de jeunesse, mais il y a aussi des joueurs expérimentés et qui ont l'habitude de la BGL. Donc je pense qu'ils auront leur mot à dire sur les prochaines semaines. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est Wiltz, parce que ils avaient 2 premières rencontres contre justement des adversaires qui étaient derrière eux, au contraire des équipes qu'on a pu citer. Et effectivement, il y a 2 défaites consécutives. Ils avaient aussi fait une belle première partie, mais là on voit que, entre guillemets, ceux qui ont fait des bonnes premières parties et ceux qui étaient un petit peu dans le dur sur la trêve hivernale, l'écart est très faible et les choses peuvent s'inverser. Donc, si je dois trancher en tout cas sur l'avis des intervenants, ce serait le Racing. Mais si je peux me permettre de donner mon avis, j'irai attention à Vils quand même. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de Vils, qui commence à descendre également de plus en plus, qui occupe actuellement la place de 12e, donc premier non barragiste. Alors il y en a un autre qui va jouer gros, c'est moi, puisque je vais vous présenter une nouvelle chronique, c'est le MVP. Alors le principe du MVP, je vous l'explique rapidement. La rédaction s'est réunie ce matin pour élire le meilleur joueur du week-end de BGA League. Je suis le seul à avoir le verdict. Avant de vous le délivrer, la parole à nos consultants. On va commencer par Boris. Qui est, selon toi, le MVP de cette 17e journée ? Alors Marco, j'ai envie de parler, forcément, moi le match où j'étais, c'était le Progrès. Il y a eu beaucoup de belles individualités qui se sont démarquées. Personnellement, mon MVP sur la rencontre, c'est Antoine Mazur, auteur d'un doublé, qui a redoublé d'efforts, beaucoup de courses qui ont vraiment mis au supplice la défense de Chifflange. Donc je dirais Antoine Mazur. Après, j'ai beaucoup aimé la prestation de Clayton Duarte. Voilà, la nouvelle recrue du Progrès, vraiment impressionnant. On a vu quelques échos du fait qu'il était vraiment en très très bonne forme physique. Franchement, ça s'est confirmé. Il n'a pas arrêté de dédoubler sur son côté. Donc vraiment, il aurait mérité presque à un moment de faire une passe décisive. Donc vraiment très très bon match de Clayton Duarte, et dans son ensemble le Progrès, vraiment gros coup de chapeau, parce que ils vont être dans la lutte jusqu'au bout à mon avis. Donc tu hésites entre Mazur et Duarte. Ouais, si je dois trancher, vu que dans l'article j'ai parlé de Mazur, je vais rester sur Duarte, allez. Ah, d'accord. Voilà. Betty, est-ce que tu as un autre nom à nous proposer ? Alors je sais que tu as eu un week-end chargé, que tu peux pas être sur tous les terrains, mais est-ce que pour toi un joueur s'est imposé ? Ça va pas être très original parce que je voulais parler d'Antoine Mazur, justement. Voilà. C'est bien, vu que t'en as choisi un autre. Je change mon fusil d'épaule. Mais du coup, je pense que oui, effectivement, avec la performance qu'il a fait ce week-end et son doublé, et ce qui permet aussi, comme tu le soulignais, à Niederkorn de rester fort dans cette course en haut de tableau, je pense que c'est le joueur, en tout cas, sur ce que moi j'ai vu, que je retiendrai. D'accord. Donc Duarte, Mazur. Arnaud, pour toi, qui était le MVP ? Si je reste dans la logique des doublés, je dirais le doublé de Boutrif. Oui. Qui a sauvé Kerjeng, honnêtement. Kerjeng qui en plus est rentré en cours de jeu, et qui a permis à Kerjeng d'inverser le match, parce que je pense que c'était pas facile. Non. Mondorf avait la maîtrise jusqu'au moment où Boutrif est rentré. Ouais. Donc je pense que je partirai sur Idir Boutrif, et après je vais me permettre de citer quand même Andrea Amodio qui nous a fait un gros match hier au Fola. Oui, tout à fait. J'aurais sans doute voté pour Amodio s'il n'y avait pas eu une autre performance. Et donc c'est celle qui a remporté l'adhésion de la rédaction, c'est Holshouser, la recrue dont on parle de plus en plus souvent depuis 3 semaines, la recrue autrichienne du Swift, auteur d'un 2e doublé en 2 matchs. Et quel but! Alors, il apporte une stabilité, une précision, un allant offensif non négligeable. Je ne sais pas si vous avez vu notamment son premier but, assez incroyable. Il continue d'entretenir l'espoir d'Espérange, qui n'est plus qu'à 5 points du leader. Donc voilà, pour nous, le MVP, c'était Holshouser. Si vous avez un autre avis, n'hésitez pas à commenter la vidéo ou aller sur notre compte Facebook. On passe à l'APH, qui a également repris ce dimanche pour la 16e journée, avec des surprises de tous les côtés. Alors nous parlions de Bettembourg tout à l'heure, et bien en promotion d'honneur, Bettembourg a créé la surprise en perdant face à Grevenmacher, qui fait la
belle opération. Donc Bettembourg 1, Grevenmacher 4. Rumlange et le Berdania Berbourg se sont quittés sur un score de parité 1 partout, tout comme Ochtert et Ettelbruck. Le Résidence Valferdange a battu la Jeunesse Canard 3-1. Rodange, sur le même score, s'est imposé face à Lorenzweiler 3-1. Steinzel recevait Mamers et a perdu 1-4. Medernach a reçu les Yellow Boys de Weiler et s'est imposé 2-1. Enfin, Kopschen a battu l'Avenir Begen 2-0. Au classement, Bettembourg marque le pas avec 31 points et seulement 2 points d'avance sur le Hetzela Ettelbruck. En bas de tableau, attention, Grevenmacher a quitté la zone rouge, c'est la Licentia Steinzel et le Berdania Berbourg qui ferment le peloton. Ouais, Marco, je voulais m'attarder un petit peu sur le FC Mamers, qui est dans une superbe dynamique. Sur les 7 derniers matchs, ils sont à 6 victoires et 1 nul. Là, ce week-end, il y a encore Jager qui a planté un triplé, voilà, meilleur buteur du championnat. Donc Mamers qui remonte à toute allure en tête du classement, alors qu'à un moment, on se demandait s'ils allaient réussir à se maintenir. Là, depuis, en fait, ils font que gagner. Donc attention à eux parce que ça va être un candidat très sérieux, sachant que devant ça piétine un petit peu entre Ochtert et Ettelbruck qui se sont neutralisés et Bettembourg qui a perdu. Donc attention à Mamers. Ouais. Très bien, nous aussi nous allons tenter de faire des pronostics, en tout cas de jouer puisque c'est l'heure du quiz. Alors pour ce quiz, 2 thématiques avec 5 questions et c'est notre invité Arnaud Bordy qui choisit la thématique du jour. Donc ce soir vous choisissez Arnaud entre la Coupe du Luxembourg ou les Lions Rouges qui jouaient en club ce week-end. Qu'est-ce que tu choisis ? Je vais choisir les Lions Rouges. Les Lions Rouges, évidemment, on est à J-30 du match contre la Géorgie. Alors c'est parti, c'est la réponse la plus rapide et valide qui marque le point. Tous les 3 vous jouez, vous aussi chez vous, vous tentez de répondre à mes questions. Gerson Rodriguez a encore frappé hier dans le championnat slovaque. Qu'est-ce qu'il a fait ? Doublé. Oui, un doublé magnifique. Il allait dire marqué, mais bon. Mais c'était pas que marqué, effectivement. Il a marqué un doublé contre le dernier du championnat, mais un beau doublé. Ça compte quand même, hein. Et puis surtout, c'est de bonne augure. On le répète émission après émission, mais il marque à tous les matchs. Donc, oui, je pense que je vais faire une chronique Gerson Rodriguez maintenant. Deuxième question, qui s'est pris une vilaine semelle à la 90e minute ça a probablement dû donner des sueurs froides à Luc Holtz, mais heureusement, il s'est relevé. C'était en Bundesliga. Ah, Barreiro ? C'est Leandro Barreiro. Alors, je ne sais pas qui l'a dit en premier. On va laisser à Betty. Hein. Voilà. Honneur aux dames. Voilà. Effectivement, Leandro Barreiro lors de la victoire de Mayence contre Augsbourg, mais Mayence qui est toujours avant-dernier, non ? Relégable, absolument. Après avoir été laissé au repos en coupe, il était titulaire lors de la victoire des siens face à Courtrai, qui est-ce ? Maurice. Anthony Maurice, le gardien des Lions Rouges. Il est très Maurice, fort. Très fort. Hein. T'avais les questions avant, en fait, c'est ça ? Non, je lui ai caché jusqu'à la dernière seconde. Florian Bonner n'a pas pu empêcher Bastia de perdre son 11e match de la saison. À quelle place pointe le club corse en Ligue 2 ? Ils sont 17e, je crois. 15e. Ils sont aussi bas de tableau, je dirais 15e. Ouais. 17. La réponse n'a pas été donnée. 16. C'était 16, mais tu ne remporteras pas le point. Ce ne sera pas un sans faute pour Boris. Tu rejoues tout c'est qui te double. Qui te double. Allez, prêté pour retrouver du temps de jeu. Il n'a cumulé que 43 minutes sur le terrain en 6 rencontres. Qui est-ce ? Ivandro Borges, qui était resté encore sur le banc ce week-end. Il Il est imbattable. Hein. Ouais, il est agaçant. Il a pris un point quand même tout à l'heure. Et moi, je ne joue plus contre lui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était déjà très riche, Arnaud. Un grand merci de nous avoir honoré de ta présence. C'était un privilège. Tu es le bienvenu. Merci beaucoup. On essaiera de t'appeler quand tu gagnes. Quand même. Betty, merci beaucoup. On se revoit dans 15 jours pour ta chronique. Boris, quant à nous, on se retrouve, on se donne rendez-vous avec les téléspectateurs dès vendredi 18h pour l'apéro du Clubhouse. Je vous remercie. Passez une bonne soirée. Bye bye. Ciao. Ciao. Bonne soirée.